Le Moyen-Âge s'est étendu d'environ 500 à 1500 de notre ère. Pendant une grande partie de cette période, les habitants de l'Angleterre vivaient sous un système féodal dans lequel les lois et les peines pour les enfreindre étaient bien plus étranges que celles que nous connaissons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons examiner 10 lois absurdes du Moyen-Âge que nous enfreignons encore aujourd'hui. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Laissez un commentaire et dites-nous quels autres sujets juridiques vous souhaitez voir abordés. D'accord, il est temps de se préparer pour l'examen du barreau médiéval. Les footballeurs d'aujourd'hui, ou joueurs de soccer pour les Américains parmi nous, ont la réputation d'être très dramatiques pour la moindre blessure. Mais leurs prédécesseurs étaient tout le contraire. Le football médiéval était un jeu extrêmement violent. Il n'y avait pas autant de règles et il y avait beaucoup plus de sang versé. Tout d'abord, au lieu d'un ballon, on utilisait une vessie de porc gonflée que l'on se renvoyait à coups de pied d'un bout à l'autre du village et les buts pouvaient parfois être séparés par des kilomètres. Les joueurs pouvaient donner des coups de pied et de poing aussi bien à la vessie qu'à leurs adversaires et sans doute aussi à la vessie de leurs adversaires. Cela rendait les fautes pratiquement inexistantes et entraînait, sans surprise, de nombreuses blessures et parfois même des morts. Le football a été interdit en 1349 par Édouard III, mais pas parce qu'il s'inquiétait des blessures des joueurs. C'était une question de sécurité nationale. Vous voyez, en 1349, l'Angleterre était en guerre contre la France. Édouard avait besoin de soldats pour son armée, mais le pays subissait aussi de lourdes pertes à cause de la peste noire. C'est la peste, pas une équipe de football rivale. Édouard voulait que les hommes en bonne santé se concentrent sur le tir à l'arc plutôt que sur le football. Et il ne plaisantait pas. La punition pour avoir joué au football était de 6 jours de prison. Le football n'était pas le seul sport interdit au Moyen-Âge. En 1485, il est devenu illégal, sauf pour les nobles, de jouer au tennis, la seule exception étant le jour de Noël parce que, bon, c'est Noël. Mais pourquoi interdire le tennis? On pensait que le tennis médiéval nuisait au travail et favorisait les jeux d'argent. L'interdiction du tennis pour les classes inférieures a renforcé la hiérarchie féodale. Le tennis fut considéré comme un sport réservé à la haute société, car il nécessitait un équipement cher et la maîtrise de règles et d'une étiquette complexe. C'est l'une des raisons pour lesquelles le tennis a fini par être connu sous le nom de sport des rois. Ce titre est parfois donné à des activités comme les courses hippiques ou la balle aux prisonniers. Les rois aimaient beaucoup de sport, mais il est vrai que Henri VII et Henri VIII étaient tous deux très passionnés par le tennis. Henri VIII était apparemment très doué à ce jeu. Un ambassadeur vénitien qui l'a vu jouer dans sa jeunesse a dit « C'était la plus belle chose au monde de le voir jouer, sa peau claire transparaissant à travers une chemise au tissu très fin. » Apparemment, le vieux Hank était une véritable vision dans un polo blanc éclatant Isode. La ville anglaise de Newmarket est connue comme le berceau des courses hippiques. Ce sport remonte en fait au XIIe siècle, mais Jacques Ier l'a popularisé après avoir construit un palais à Newmarket en 1606. Avec le temps, les courses hippiques à Newmarket sont devenues un commerce important et la ville a été obligée d'établir des lois pour protéger les chevaux, y compris une qui rendait illégal le fait de se moucher dans la rue. L'idée était de réduire le risque que les chevaux tombent malades à cause des nez qui coulent du public. On ne sait pas vraiment si cette stratégie était efficace, mais cela devait être un vrai défi pour les personnes allergiques aux poils de cheval. Se moucher n'était pas la seule chose qui pouvait causer des ennuis. Toute personne se promenant avec un rhume ou de la fièvre devait payer une amende. Comment le savaient-ils? Ils avaient peut-être installé des contrôles routiers pour conduite sous grippe. Aujourd'hui, demander quelqu'un en mariage est déjà assez intimidant. Tu n'es jamais complètement sûr de leur réponse, ce qui te fait courir le risque d'être rejeté sur l'écran géant devant des milliers de fans des Steelers. Cependant, le processus était bien plus angoissant au Moyen-Âge. Le rang social jouait un rôle important dans la vie médiévale, surtout pour ceux qui se trouvaient au bas de l'échelle sociale. Les paysans et serfs vivaient et travaillaient sans liberté sous l'autorité des propriétaires terriens. Un homme qui voulait se marier devait non seulement demander la permission au père de la mariée, mais aussi à leur seigneur.
Imaginez devoir demander l'accord de votre patron ou propriétaire pour vous marier vraiment. Imaginez cela. Et la situation était encore pire si vous étiez une femme. Si votre mari mourait, le propriétaire pouvait vous forcer à épouser un autre homme dans un délai relativement court. Si vous refusiez, vous seriez soumis à une punition. Tout au long du Moyen-Âge, il y a eu un certain nombre de lois religieuses qui tentaient de restreindre les moments où les gens pouvaient avoir des relations sexuelles. Honnêtement, certaines personnes n'avaient sans doute pas besoin de la loi pour rester abstinentes. Avez-vous vu les portraits médiévaux? Par exemple, un couple marié ne pouvait avoir des relations sexuelles que 4 jours par semaine. Le jeudi et le vendredi étaient exclus car les gens devaient se préparer à la Sainte Communion. Et n'imaginez même pas faire des galipettes le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais ce n'étaient pas les seuls jours où les rapports étaient interdits. Il y avait de nombreuses autres périodes d'abstinence sexuelle tout au long de l'année, y compris de 47 à 62 jours pendant le carême, les 35 jours précédant Noël et la période autour de la fête de la Pentecôte qui pouvait durer de 40 à 60 jours. Les femmes étaient également découragées de croiser le regard des hommes pendant ces périodes d'abstinence, afin de ne pas susciter le désir chez l'observateur comme chez l'observé. La Grande-Bretagne du XVe siècle était une époque de flamboyance. Avec les chemises courtes, les chaussures longues à bout pointu, connues sous le nom de Cracovs ou Pikes, étaient devenues le summum de la mode masculine. On pensait que plus la pointe était longue, plus celui qui la portait paraissait viril et riche. C'était comme porter une Ferrari musclée à son pied. Les chaussures dépassaient parfois jusqu'à près de 13 cm au-delà des orteils. Cela obligeait parfois à attacher les extrémités autour des chevilles du porteur. Tomber soudainement la tête la première était apparemment aussi considéré comme un signe de virilité extrême. Ce sont des chaussures de clown, les gars? Vous venez d'inventer les chaussures de clown? À mesure que la mode continuait de prendre de l'ampleur et que les paysans commençaient à porter des vêtements plus extravagants, la couronne a finalement décidé d'intervenir. Et ce n'était pas parce qu'ils craignaient qu'une nation entière portant des chaussures de Ronald McDonald rende l'Angleterre ridicule. Non, ils voulaient simplement préserver la hiérarchie féodale et empêcher les gens de s'habiller comme s'ils appartenaient à un rang social supérieur. Entre 1463 et 1604, une loi est entrée en vigueur stipulant qu'aucun chevalier en dessous du rang de lord, d'écuyer ou de gentilhomme, ni aucune autre personne, ne devait porter de chaussures ou de bottes avec des pointes ou des bouts dépassant 2 pouces de longueur. La punition était une amende de 3 shillings et 4 pence, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 135 $ américains. Au Moyen-Âge, il existait de nombreuses lois qui restreignaient ce que les gens pouvaient manger et boire, mais elles n'étaient pas nécessairement dans l'intérêt de la santé publique. Ces lois visaient principalement à empêcher les classes inférieures d'imiter le mode de vie de la noblesse axé sur les excès alimentaires. Apparemment, dévaliser le buffet Golden Corral n'est pas aussi amusant à moins de pouvoir regarder des gens mourir de faim pendant que vous le faites. Cela dit, certaines des lois alimentaires s'appliquaient à tout le monde. Par exemple, en 1336, une loi a été adoptée interdisant à toute personne, quel que soit son statut, de se voir servir un repas comportant plus de 2 plats. Et pour éviter que quelqu'un ne fasse preuve d'ingéniosité, la loi précisait bien que la soupe comptait comme un plat complet et non simplement comme une sauce. L'exception à cette loi concernait certaines fêtes, comme Noël, où 3 plats étaient autorisés. Le ketchup comptait-il comme un plat de légumes? Je pose la question pour Ronald Reagan. Dans l'Angleterre médiévale, les paysans étaient bien plus nombreux que la noblesse. Pour garder le pouvoir et prévenir les révoltes, la haute aristocratie a imposé des peines sévères pour les plus petits délits. L'idée était de maintenir les pauvres dans une peur constante de sortir, même légèrement, du rang, et c'était généralement une stratégie assez efficace. Même les petits délits comme le vol, le trouble à l'ordre public ou même le vagabondage entraînaient parfois des punitions extrêmement sévères, allant de la flagellation à l'amputation de membres. Par exemple, couper une ou les 2 mains était une pratique courante et appréciée. En fait, jusqu'en 1215, même être accusé d'un crime signifiait devoir subir une épreuve pour prouver son innocence ou sa culpabilité. 3 types d'épreuves existaient. L'épreuve du feu imposait à l'accusé de tenir une barre de fer chauffée à blanc et de parcourir 3 mètres.
Après 3 jours de bandage, si la blessure ne guérissait pas, la personne était déclarée coupable. Compte tenu du manque général de soins médicaux au Moyen-Âge, la plupart des gens échouaient probablement à cette épreuve. La deuxième était l'épreuve de l'eau. Ici, l'accusé était attaché avec une corde nouée et jeté dans un plan d'eau. S'il flottait, cela signifiait que l'eau ne l'avait pas accepté et, par conséquent, il était coupable. Pour beaucoup, leur seul crime était de flotter naturellement. Enfin, il y avait l'épreuve du combat dans laquelle l'accusé devait se battre contre son accusateur. On croyait que Dieu accorderait la victoire à l'innocent, car le combat se terminait généralement par la mort du perdant. Le pape a annulé la pratique des épreuves en 1215 et elle a été remplacée par un procès avec jury. Vive le progrès! Au Moyen-Âge, les gens devaient surveiller leur langue, à la fois au sens figuré et au sens propre. C'était pour éviter d'enfreindre les lois religieuses concernant le blasphème, c'est-à-dire le fait de parler en mal de Dieu ou d'autres choses sacrées, comme la doctrine de l'Église ou le diabolique Evel Knievel. La loi fut instaurée par l'Église catholique pour préserver le contrôle et l'ordre, ses priorités. Le blasphème était considéré comme un crime grave et il était puni tout aussi sévèrement. Les contrevenants étaient régulièrement attachés pendant qu'on leur arrachait la langue avec des pinces chauffées. Avec un peu de chance, vous étiez juste pendu ou lapidé, et pas dans le sens amusant du terme, l'autre à coups de pierre. La science débutait dans l'Europe médiévale, laissant le fonctionnement du monde naturel largement mystérieux. D'habitude, la volonté de Dieu était la réponse à tout ce qui ne pouvait pas être expliqué. Cependant, lorsqu'il s'agissait de malheurs comme la maladie, les mauvaises récoltes ou la mort du bétail, la faute était directement rejetée sur les épaules osseuses des sorcières, car on croyait que Dieu n'infligerait jamais de tels malheurs à ses fidèles. On croyait que les sorcières pouvaient invoquer des esprits maléfiques et des démons, mais en réalité, il s'agissait généralement de femmes âgées et pauvres qui possédaient un chat. Les femmes étranges ou différentes étaient fréquemment ostracisées et punies. En 1542, le Parlement a adopté la loi sur la sorcellerie qui établissait que la sorcellerie était un crime passible de la peine de mort. La chasse aux sorcières est alors devenue très à la mode, surtout dans le sud-est de l'Angleterre. On estime que plus de 500 personnes ont été exécutées pour sorcellerie entre le XVe et le XVIIIe siècle. D'un autre côté, l'hystérie autour de la sorcellerie présumée a finalement mené au chef-d'œuvre de Vin Diesel, le dernier chasseur de sorcières. Donc on dira que le bilan est mitigé. Les systèmes judiciaires modernes tournent généralement autour d'avocats bien habillés, très bien payés, mais peu scrupuleux, qui débattent des faits, de la loi et des preuves devant un juge et un jury. Mais le système judiciaire islandais du Moyen-Âge, lui, tournait autour de la vengeance, de l'animosité, de l'honneur et du monde complexe des vendettas vikings. Ouais. Aujourd'hui, découvrons le système judiciaire des Vikings islandais, fondé sur les vendettas sanglantes. Pour les Vikings islandais, le mot justice signifiait vengeance et représailles, qui étaient toutes deux étroitement liées à des notions très précises d'honneur, un peu comme chez les Klingons de Star Trek. Un Viking était censé réagir avec force à une blessure, un vol ou une affaire malhonnête, et ne pas le faire risquait de lui coûter cher en termes d'honneur. Dans les cas où la personne offensée était tuée, il revenait à ses proches de réagir en son nom. Ne pas venger un parent tué était considéré comme déshonorant, mais ce n'était pas aussi simple que de traquer le coupable et de réclamer la vengeance sanglante que l'on désirait. L'honneur exigeait que la vengeance soit exercée de manière appropriée. Par exemple, un groupe d'hommes attaquant un seul coupable était considéré comme déshonorant, car la vengeance devait toujours être exercée de la manière la plus juste possible. Le système judiciaire islandais du 9e au 11e siècle différait totalement de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait rien de semblable à un marshal ou à une force de police, et il n'y avait pas de système juridique centralisé pour décider de la manière de traiter les criminels. La justice reposait sur l'action collective de la communauté et les différends se réglaient selon des règles issues de la coutume et de la tradition. Dans ce contexte, il revenait principalement à la partie offensée, cherchant à venger son parent tombé, d'obtenir réparation. Composée à la fin du XIIIe siècle par un auteur inconnu, la saga de Njal raconte l'histoire d'une vendetta sanglante qui dura des décennies, provoqua des affrontements hostiles et finit par apporter le déshonneur familial à tous les protagonistes.
Au fil du récit, les membres de deux clans familiaux sont progressivement entraînés dans un cycle de meurtre, de compensation et de vengeance. D'un point de vue historique, les événements de la saga nous apprennent certaines des règles et coutumes qui régissent ce type de vendetta. Une règle d'une importance cruciale à respecter lorsqu'on vengeait un proche parent tué était de rendre le meurtre et sa raison très publique. Les accusations ne nécessitaient ni enquête, ni même de preuves, mais le fait de rendre l'acte public permettait à la partie offensée de défendre par la suite le meurtre comme une réaction légalement protégée au tort qu'elle avait subi. Un meurtre publiquement déclaré était considéré comme un homicide. En revanche, ne pas signaler l'acte pouvait entraîner la déclaration bien plus grave de morte ou de meurtre. La distinction entre meurtre et homicide était cruciale dans le processus. Le meurtre manquait d'honneur et impliquait un acte honteux, probablement commis sans donner à la partie adverse la possibilité de se défendre. L'homicide, au contraire, suggérait qu'une réconciliation restait possible et que le parent de la victime pouvait répondre aux accusations et corriger la situation. Cela impliquait également que la partie lésée était disposée à répondre de son offense. Les vendettas reposaient sur la réciprocité. Lorsqu'un homicide était dûment rendu public, le parent de la victime disposait alors de deux réactions possibles. Il pouvait chercher le meurtrier et le tuer par vengeance, une option toujours attrayante pour le viking moyen. Il pouvait aussi exiger le paiement du wargilt, ou prix de l'homme, parfois aussi appelé prix du sang. C'était aussi une option séduisante car qui n'a pas des parents à échanger contre un sac d'argent ? Au début de la saga de Njal, l'épouse de Njal, Bergthora, échange des mots durs avec l'épouse de son ami Gunnar, Hallgerdr. Les maris étaient amis, mais leurs femmes ne s'aimaient pas. Un jour, Hallgerdr envoie un de ses serviteurs tuer un des serviteurs de Bergthora. Après le meurtre, Njal, malgré les objections de sa femme, accepte de l'argent comme prix du sang et refuse la possibilité de se venger. Furieuse, Bergthora envoie un autre serviteur tuer un des serviteurs de Hallgerdr, ce qui conduit Njal à verser exactement la même somme d'argent à Gunnar en retour. Ces événements montrent l'interchangeabilité des meurtres de vengeance et du paiement du prix du sang et expliquent pourquoi être serviteur dans l'Islande viking était un métier difficile. Les meurtres de vengeance et le paiement du prix du sang étaient les moyens principaux de clore une vendetta, mais pas les seuls possibles. Si les choses ne se déroulèrent pas comme prévu, une vendetta pouvait aussi se terminer par l'expulsion du coupable. Les Vikings qui ne respectaient pas les règles de la vendetta et commettaient un meurtre pouvaient s'attendre à être condamnés à ce qu'on appelait la mise hors la loi. Cela signifiait qu'ils seraient exilés pour une période pouvant aller de 3 ans jusqu'au reste de leur vie. C'est une grande fourchette. Bien qu'ils soient considérés comme des exilés, les bannis à vie ne pouvaient formellement quitter le pays. Au contraire, ils étaient censés rester et vivre comme des parias. Et si cela ne suffisait pas, ils pouvaient aussi être traqués par d'autres en toute impunité. En pratique, la mise hors la loi équivalait souvent à une peine de mort. Composée par un auteur inconnu à la fin du XIVe siècle, la saga de Grettir le Fort raconte l'histoire de son héros éponyme, Grettir, qui passe des décennies en tant que hors-la-loi. Après avoir vécu des aventures en Norvège, il finit par rentrer chez lui, seulement pour être de nouveau déclaré hors la loi pour un autre crime. Cette saga met en lumière à quel point l'isolement punitif et l'exclusion constituaient une sanction sévère pour les Islandais. Laisser un conflit devenir un cycle sans fin de vengeance finissait généralement mal pour tout le monde. Le chaos de ces conflits prolongés causait souvent une stigmatisation sociale isolante. Les Alliés pouvaient retirer leur soutien et refuser le passage sûr à ces familles, menaçant ainsi la circulation sur l'île. Cela menaçait à son tour la participation à des rassemblements politiques et sociaux importants. Dans une société maintenue par des règles et des alliances précaires, c'était une position dangereuse à occuper. Les vendettas avaient également tendance à impliquer de plus en plus de membres de la famille à mesure qu'elles se prolongeaient. Ces escalades exponentielles menaçaient des activités économiques essentielles, détournant du temps de la surveillance du bétail, de la culture et de la préparation à l'hiver. Les Vikings islandais avaient tout de même une forme de gouvernement. De manière générale, les représentants des différentes régions de Scandinavie se réunissaient périodiquement et formaient des assemblées très justement appelées Things.
Ces things réglaient les différends et votaient les peines pour les criminels. Tout différend non résolu lors des things locaux et régionaux était transmis à un réseau de chefs similaire à une cour suprême. Ce réseau aurait pu s'appeler quelque chose d'impressionnant comme le Conseil suprême de la Vendetta Viking, mais ils ont décidé de l'appeler LOL Althing. Il faut respecter leur sens du branding. Dirigé par un diseur de loi, LOL Althing réglait les différends, créait des lois et décidait des questions gouvernementales. Il n'utilisait ni pas le terme diseur de loi, mais un autre mot qui s'affiche à l'écran. Je vous laisse essayer de le prononcer. D'accord. Eh bien, merci d'avoir essayé. Comme le montre la saga de Njal, des personnes de toute l'Islande se réunissaient à l'Althing, qui servait de médiateur entre des groupes familiaux en conflit. Lors d'un rassemblement décrit dans la saga, la femme de Gunnar, Algerdr, envoie un esclave dérobé à un fermier local qui assiste à une réunion avec son mari. Le vol conduit à une confrontation au cours de laquelle Gunnar tue le fermier et ses compagnons. Le différend se retrouve devant l'Althing, où il est résolu par des moyens financiers. La paix est rétablie, du moins pour un temps. Les archéologues ont constaté que les groupes de parenté islandais pouvaient être très complexes. Ils n'étaient souvent même pas vraiment fondés sur le sang. Les parents par alliance, les enfants élevés dans d'autres familles et les frères et sœurs illégitimes en faisaient tous partie. Et il pourrait y avoir eu une très bonne raison à cela. En effet, les preuves montrent que les tueurs avaient généralement beaucoup plus de proches que leurs victimes. Les grands groupes familiaux procuraient protection et soutien, rendant leurs membres plus audacieux pour lancer des vendettas. Ceux qui n'avaient que de petits groupes pour les protéger étaient plus vulnérables, ce qui signifiait que les hommes sans parenté pouvaient être éliminés sans grand risque de représailles. Avoir de larges réseaux de parents offrait d'autres avantages, notamment pour comparaître devant l'Althing. Chaque fois que les chefs ou Kodadir, c'est une assez bonne approximation de la prononciation, étaient présents, ils amenaient avec eux des partisans appelés Thingmen. Plus un chef étendait son pouvoir social et politique, plus il pouvait avoir de Thingmen, parfois par centaines. Lorsque les puissants chefs Afli Maison et Thorgils Oddason se sont présentés devant l'Althing en 1121, on dit qu'ils avaient respectivement 1440 et 940 Thingmen. Les grandes escortes impressionnaient, certaines choses restent inchangées. Les sagas vikings islandaises révèlent beaucoup sur les vendettas sanglantes, mais leur position finale sur cette pratique demeure débattue. Il est généralement admis que les sagas sont souvent vues comme des récits avertissant contre les cycles destructeurs et interminables de violence. Ceci est surtout visible dans la saga de Njal, où Gunnar et Njal ne parviennent pas à échapper à leur cycle de vengeance. Les faiblesses du processus de vendetta sont illustrées par l'escalade du conflit, qui finit finalement en désastre. Gunnar est finalement trahi par sa femme et tué par des hommes attaquant sa maison, tandis que Njal est brûlé vif avec sa famille lors d'un autre acte de vengeance. Cependant, comme le note l'auteur William Pensac dans son livre « Le conflit des lois et la justice dans les sagas islandaises », la saga de Njal a été écrite au XIIIe siècle, après l'abolition de l'Althing. Dans ce cas, l'histoire pourrait en réalité chercher à démontrer que le système de vendetta était manifestement inférieur à celui qui l'a remplacé. C'est-à-dire qu'en attirant l'attention sur toutes les vendettas et les meurtres qui faisaient de rage à l'époque de l'Althing, la saga mettait implicitement en avant la supériorité de la nouvelle monarchie chrétienne. Peu de gens savent qu'avant d'être président ou même père fondateur, Thomas Jefferson était en réalité avocat. Et l'une de ses affaires, un divorce tristement célèbre impliquant une liaison avec un gouverneur britannique, des rumeurs d'impuissance et une mort choquante, a directement influencé l'avenir de l'Amérique. Aujourd'hui dans Weird History, découvrons comment un divorce scandaleux a influencé la déclaration d'indépendance. D'accord, nous, le peuple des États-Unis, aurions dû signer un contrat de mariage. Alors, comment la dissolution du mariage d'un couple quelconque a-t-elle aidé Thomas Jefferson à formuler les mots du document qui allait créer l'une des nations les plus puissantes de l'histoire? Pour répondre à cette question, commençons par le mariage lui-même. Le docteur James Blair était un médecin bien connu et respecté dans la région de Williamsburg, en Virginie. Catherine Kitty Eustace est arrivée en ville lors d'une visite avec sa mère, Margaret Eustace,
et s'est immédiatement entendu avec le docteur, dont on disait qu'il était sur le point d'hériter d'une fortune de son père, puissant tant sur le plan politique que financier. Cela a peut-être joué un rôle dans l'attirance immédiate de Kitty pour le docteur Blair. Mais bon, peut-être qu'il était aussi très drôle. En quelques mois à peine, Eustace et Blair se sont fiancés. Ils se sont mariés en 1771 avant de se séparer presque aussitôt. Eustace est allé vivre chez sa mère, toute proche, et a déposé 3 plaintes contre Blair, dont une pour pension alimentaire. Il n'est pas difficile de supposer que le mariage entre Kitty Eustace et le docteur James Blair n'était probablement pas fondé sur l'amour. Dans une lettre adressée à Anne Blair, sa belle-sœur, Eustace a écrit qu'elle n'avait épousé Blair que parce que la famille Blair l'aimait beaucoup, ce qui est une raison étrange d'épouser quelqu'un. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, même si la réputation de Blair en tant que médecin prospère, sur le point d'hériter de la vaste fortune de son père malade, était sans doute plus qu'une simple cerise sur le gâteau. Dès qu'elle a déménagé, Eustace a intenté une action en pension alimentaire et a perdu. On lui a ordonné de retourner vivre avec son mari, ce qu'elle a fait 4 mois, mais leur relation n'a pas évolué. Il est difficile d'être affectueux avec quelqu'un qui a tenté de vous poursuivre, mais il n'avait vraiment pas le choix. Il n'y a rien de pire que d'être malheureux dans une relation et de ne pas pouvoir partir. Et le docteur James Blair et Kitty Eustace étaient vraiment piégés dans tous les sens du terme. Le divorce était illégal en Virginie, qui était alors sous domination britannique. Pour demander le divorce, les habitants devaient faire appel au Parlement, qui l'accordait rarement. De plus, cela se passait bien avant l'invention du téléphone ou de l'email, donc transmettre cette demande au Parlement était déjà un processus long. À l'époque, les mariages étaient rarement fondés sur l'amour, mais visaient la sécurité financière et la création de familles, surtout dans les colonies prospères d'Amérique. En 155 ans d'existence en tant que colonie britannique, pas un seul divorce n'a été accordé. Ainsi, un avocat traitant une affaire comme celle d'Eustace et Blair devait prouver non seulement que leur cas justifiait un divorce, mais aussi que celui-ci devait être légal. Nous y reviendrons. Il pourrait y avoir une raison pour laquelle Kitty a rompu si brusquement après leur mariage. Selon une lettre anonyme, Blair était incompétent ou incapable d'accomplir ses devoirs conjugaux. Aïe. Blair avait déjà eu des crises en raison d'un problème de santé mystérieux. Il est donc possible qu'il ait été affaibli physiquement, ce qui aurait pu causer des problèmes au lit. Quoi qu'il en soit, les rumeurs se sont répandues, ajoutant de l'huile sur le feu de ce mariage voué à l'échec. Une autre partie de la lettre, apparemment écrite par la version coloniale de Gossip Girl, a également attiré l'attention du public. Cet extrait affirmait que la vieille dame, la mère de Kitty Eustace, soutenait que sa fille était toujours vierge, laissant entendre que Blair et Eustace étaient soit incapables, soit peu désireux de consommer leur union. L'histoire devient encore plus croustillante. En septembre 1771, environ 4 mois après le mariage de Kitty Eustace et du docteur James Blair, le 4e comte de Dunmore, John Murray, arriva à Williamsburg. Les Eustace connaissaient en fait Murray depuis un certain temps et avaient été assez proches de lui lorsqu'il était gouverneur de New York. C'est bien d'être ami avec un gouverneur. Eustace commença à passer du temps avec Murray, allant même jusqu'à lui offrir des cadeaux. Tout cela arrivait alors qu'elle était encore mariée au docteur Blair et se disputait publiquement avec lui. Cela a provoqué tout un scandale. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Eustace aurait une liaison avec le gouverneur, au point que Blair a même demandé des comptes à Murray en personne. Mais Murray a menacé de retirer le frère de Blair de son poste au conseil du gouverneur et le docteur a abandonné les accusations. On dirait un épisode de Jerry Springer. Quelqu'un devrait lancer une chaise. Alors, quel rapport tout cela a-t-il avec Thomas Jefferson ou la Déclaration ? Heureux que tu poses la question car c'est ici que Jefferson entre en scène. En novembre 1772, Thomas Jefferson n'était pas encore un père fondateur de l'Amérique. Avocat parmi les plus éminents de Virginie, il fut engagé par le docteur James Blair pour le représenter au tribunal. Comme il n'existait aucun précédent de divorce dans les colonies, l'affaire ne portait pas seulement sur la fin d'un seul mariage, mais sur la cause du divorce dans son ensemble, ce qui rendait cette affaire si particulière. Voici une petite leçon d'histoire du droit. Au XVIIIe siècle, une loi appelée Partus Sequitur Ventrum
stipulait que l'enfant avait le même statut que sa mère. Par exemple, dans l'affaire de 1770 concernant Samuel Howell, cette loi signifiait qu'il était un serviteur sous contrat. La grand-mère blanche de Howell a été condamnée à une servitude sous contrat pour avoir eu un enfant noir hors mariage. Son enfant, la mère de Howell, est restée servante jusqu'à l'âge de 31 ans, mais elle a donné naissance à Howell avant cela. En raison du principe de partus sequitur ventrem, Howell a également dû être serviteur. C'est une loi plutôt mauvaise. Thomas Jefferson a représenté Howell et sa défense reposait sur l'argument que tous les hommes naissent libres des années avant que la déclaration d'indépendance ne soit rédigée. Malgré tout, le juge a statué contre Howell, qui a ensuite échappé à la servitude grâce à un don de Thomas Jefferson. Voilà un excellent avocat. Pour ses opinions radicales, Thomas Jefferson semblait être l'homme idéal pour défendre cet acte alors radical qu'était le divorce, c'est pourquoi Blair l'a sollicité. À bien des égards, Thomas Jefferson incarnait la contre-culture à l'époque. Un peu comme un hippie colonial, un gars en perruque poudrée tenant une radio pirate. Ses choix de représenter Samuel Howell et le docteur James Blair reflétaient son désir de changement révolutionnaire, d'autant plus qu'une victoire pour Blair constituerait un grand défi pour la domination britannique. En Virginie coloniale, les lois sur le divorce suivaient celles de l'Empire britannique, ainsi les contester équivalait à se battre pour l'indépendance américaine. C'est ainsi que cette affaire s'inscrivait dans un long processus qui a jeté les bases du travail ultérieur de Jefferson sur la déclaration d'indépendance. En décembre 1772, ce feuilleton historique a connu un autre rebondissement choquant. Le docteur James Blair est mort. C'était une mauvaise nouvelle pour Thomas Jefferson, car sans mari, pas de divorce révolutionnaire possible. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Comme dernier doigt d'honneur posthume à Kitty, Blair ne laissa rien à son épouse séparée. Ses biens restèrent dans les limbes et son épouse ne reçut aucune de ses biens. Kitty Eustace intenta un procès, mais l'accès aux biens du docteur lui fut refusé. Non découragée par la décision du tribunal, elle a fait appel à la Cour générale de Virginie. Fait notable, John Murray, le gouverneur de Virginie et prétendu amant de Eustace, était l'un des juges dans l'affaire, car c'était vraiment un feuilleton d'autrefois devenu réalité. Eustace a engagé le cousin de Thomas Jefferson, John Randolph, ainsi que Patrick Henry. Oui, ce Patrick Henry-là, pour la représenter. Donnez-moi mon héritage ou donnez-moi la mort. Pendant ce temps, John Blair Jr., le frère du docteur James Blair, a engagé Edmund Pendleton et James Mercer pour représenter la succession de son frère. Jefferson a servi de consultant sur l'affaire, compilant une tonne de notes qui ont ensuite aidé son travail sur la déclaration d'indépendance. Avec la mort du docteur James Blair, l'affaire est passée du divorce à l'héritage et à la question de savoir si les droits d'épouse de Kitty Eustace sur les biens de Blair étaient légitimes. Donc, qu'est-ce que cela implique ? La discussion s'est recentrée sur la consommation du mariage, puisque la loi s'y intéressait beaucoup alors, et sur une possible infidélité d'Eustace. Le tribunal s'est donc vivement intéressé à la vie sexuelle d'Eustace. Et pour rappel, l'homme avec qui elle était soupçonnée d'avoir eu une liaison siégeait aussi comme juge dans l'affaire. Oui, c'était compliqué. Si le mariage avait été consommé, Eustace avait droit à la succession conformément à la loi de Virginie. L'affaire s'est réduite à déterminer si le couple avait eu des relations sexuelles. Le camp d'Eustace a affirmé qu'elle l'avait fait, et sinon, Blair était responsable en raison de son impuissance. C'est une défense étrange, en somme, ils ont eu des relations sexuelles, sauf si ce n'est pas le cas. Les avocats de la succession de Blair ont affirmé que le mariage n'avait pas été consommé. L'argument n'a pas été rendu public pour des raisons de décence, selon les notes de Thomas Jefferson, mais le tribunal a statué en faveur d'Eustace. Si Kitty Eustace a réellement épousé le docteur James Blair pour son argent, elle a eu ce qu'elle voulait. Après avoir gagné le procès, elle et sa mère ont pris le contrôle de ses biens et les ont rapidement vendus aux enchères. Eustace s'est remariée en 1777, mais elle était réapparue seule à Williamsburg en 1787 et est décédée un an plus tard. On pourrait parler de karma, mais c'était aussi l'époque coloniale où les gens mouraient souvent. Comment tout cela est-il lié à la déclaration d'indépendance ?
Les affaires de Samuel Howell et du docteur James Blair portaient sur la liberté individuelle sans que les gouvernés aient leur mot à dire sur les lois imposées. Des lois que Thomas Jefferson a tenté d'abroger en utilisant le concept de droit naturel. S'il pouvait plaider la dissolution du servitude sous contrat en utilisant les concepts des Lumières sur l'autodétermination, Jefferson pensait qu'il pouvait utiliser le même argument pour soutenir la dissolution d'un mariage malheureux. En gros, Jefferson proposait qu'une relation, qu'elle soit romantique ou politique, puisse être dissoute si l'une des parties estimait et parvenait à démontrer que la relation n'était plus bénéfique d'un point de vue matériel. C'est cela, selon Jefferson, la véritable liberté. Et il a intégré ces idées tirées de ses notes de cas lorsqu'il a rédigé la Déclaration d'indépendance quelques années plus tard. Défendre Blair concernait autant cette affaire que l'avenir de l'Amérique. Confier le contrôle du divorce à l'autorité britannique dans les colonies empêchait les colons de s'autogouverner, les soumettant aux lois d'autrui. La Déclaration d'indépendance revendiquait la liberté vis-à-vis des Britanniques, rejetant ce système, y compris l'interdiction britannique du divorce. Cependant, les nouveaux États avaient leurs propres règles sur le divorce. Les premières lois sur le divorce sans faute, c'est-à-dire sans preuve nécessaire de faute des époux, n'ont été adoptées qu'en 1970. Avant cela, on ne pouvait pas simplement se séparer parce que la relation s'était détériorée, il fallait prouver que votre partenaire était responsable de la rupture du mariage. Et le dernier État à autoriser le divorce sans faute a été New York en 2010. Le progrès, comme le football, se joue souvent à quelques centimètres. Demandez à l'entraîneur du Hall of Fame, Tommy Jefferson. La plupart des gens savent que l'époque victorienne, qui s'étend de 1837 à 1901, a été une grande période d'industrialisation, de progrès scientifique et de prospérité économique. Mais peu de gens réalisent que le 19e siècle a également vu de nombreuses découvertes et avancées importantes dans le domaine de la criminalistique qui ont servi de modèle aux enquêtes modernes. Aujourd'hui, nous allons donc jeter un coup d'œil à quelques tentatives fascinantes d'enquête médico-légale à l'époque victorienne. D'accord, appelez William Peterson, il est temps pour du CSI victorien. En 1788, l'anatomiste allemand Johann Christoph Andreas Mayer est devenu le premier scientifique à suggérer que les empreintes digitales sont uniques à chaque individu. Mais les implications de cette découverte n'ont pas dû être immédiatement évidentes, car il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que quelqu'un pense à appliquer ce principe aux enquêtes criminelles. Cette personne était un médecin nommé Robert Blake Overton, qui a écrit à Scotland Yard en 1840, suggérant aux détectives d'utiliser les empreintes digitales comme preuve pour attraper l'assassin de Lloyd William Russell. Les enquêteurs étaient prêts à l'écouter, mais Overton était apparemment un peu trop en avance sur son temps. Les empreintes digitales ne deviendraient une preuve courante dans les enquêtes que 50 ans plus tard, à quelques années près. En 1880, le médecin Henry Faulds a publié un article dans la revue scientifique Nature, suggérant à nouveau que les empreintes digitales laissées sur une scène de crime pouvaient être utilisées pour l'identification scientifique des criminels. La police ne prenait toutefois toujours pas la question au sérieux. Ce n'est qu'à partir des années 1890, lorsque Sir Francis Galton a classé les motifs d'empreintes digitales pour l'analyse policière, que celles-ci ont été utilisées comme preuve. Les empreintes digitales ont alors servi à identifier les criminels. En 1892, Francisco Rojas, qui a tué ses 2 enfants en Argentine, est devenu la première personne au monde à être arrêtée grâce aux empreintes digitales laissées sur une scène de crime. Et en 1902, Harry Jackson, qui a volé un jeu de boules de billard, fut le premier homme au Royaume-Uni à être condamné sur la base de preuves d'empreintes digitales. Bien que Londres ait toujours eu des criminels violents, après que Jack l'Éventreur soit devenu l'un des premiers tueurs en série très médiatisés, l'attention portée à ce type de crime a fortement augmenté. Avant Jack, la criminalité à l'époque victorienne était surtout vue comme des délits mineurs ou des crimes de vengeance. Les vols, l'étranglement, la prostitution et les accusations d'ivresse et de troubles à l'ordre public étaient des courants, alors que les tueurs en série sadiques n'étaient pas dans la conscience collective. Les criminels étaient alors vus comme des citoyens paresseux de la classe inférieure voulant gagner rapidement de l'argent. Cependant, dès que Jack l'Éventreur a mutilé brutalement ses victimes, cette perception a vite changé. Désespérée de capturer l'Éventreur, la police s'est retrouvée prête à essayer de nouvelles idées et le premier profil criminel a été créé dans le but de comprendre ce nouveau type de monstre.
La première personne à dresser le profil d'un criminel s'appelait Bond, Thomas Bond. On voudrait dire qu'il appartenait au service secret de Sa Majesté, mais en fait il était chirurgien auprès de la police métropolitaine de Londres. Après avoir examiné les preuves, Bond a conclu que Jack l'Éventreur était un homme sujet à des accès périodiques de folie homicide et érotique, très probablement un homme calme, d'apparence inoffensive, probablement d'âge moyen et habillé de façon soignée et respectable. Bond pensait aussi que Jack serait probablement solitaire et excentrique dans ses habitudes. Il est également très probable que ce soit un homme sans emploi régulier, mais disposant d'un petit revenu ou d'une pension. L'Éventreur n'ayant jamais été arrêté, nous ne saurons jamais si le profil de Bond était exact. Toutefois, nous savons que le profilage criminel allait devenir un outil standard pour les forces de l'ordre. Les autorités recourent depuis longtemps à l'analyse microscopique des cheveux et fibres trouvés sur les scènes de crime. Rudolf Virchow a réalisé la première comparaison médico-légale de cheveux humains en 1860 et en constatant que les cheveux de l'accusé dans l'affaire correspondaient, selon toutes les indications, aux cheveux retrouvés sur la victime. Malgré leur apparence similaire, les cheveux ne pouvaient jamais être considérés comme propres à un individu. Même si l'analyse médico-légale des cheveux à l'époque victorienne suivait cette compréhension, l'examen microscopique des cheveux et fibres restait souvent employé dans les procédures criminelles. Cependant, les comparaisons de cheveux avaient une utilité limitée. Les cheveux peuvent servir de preuve circonstancielle ou donner des infos sur l'âge ou le sexe du criminel, sans toutefois constituer une correspondance définitive. Cela restait cependant assez efficace. Par exemple, dans l'affaire Reg contre Stead de 1863, le coupable a piétiné la tête de la victime, le tuant. Des cheveux étaient bien décoincés sous la semelle de la botte de l'accusé et ils correspondaient à ceux du défunt. La victime portait un foulard rouge et des fibres rouges ont été trouvées sous la botte du coupable. La comparaison des cheveux et fibres a permis la condamnation. Les premières analyses de balles étaient rudimentaires. Les armes à feu n'étant pas produites en série, les comparaisons balles-armes se faisaient souvent à l'œil nu. Par exemple, en 1835, Henry Goddard, membre des Bow Street Runners de Londres, a pu identifier une arme utilisée dans un meurtre grâce à un léger défaut sur la balle tirée. Cependant, avec le début de la production de masse des armes à feu, il n'était plus possible d'identifier les balles à l'œil nu. Les enquêteurs ont commencé à utiliser des microscopes pour mieux voir les balles. Ils ont aussi mis au point des techniques comme faire rouler les balles sur du papier ancré pour trouver d'éventuelles marques. Les nouvelles méthodes faisaient que l'analyse balistique n'était plus un simple tir à l'aveugle. Bien que les experts médicaux aient souvent témoigné dans des affaires criminelles avant le XIXe siècle, leurs témoignages n'étaient pas accompagnés d'une autopsie. Cela peut sembler surprenant aujourd'hui, mais ces experts ne réalisaient généralement aucune analyse formelle du corps. Constatant le problème des témoignages médicaux inexacts, le chirurgien et coroner Thomas Wackley a commencé à plaider pour une autopsie obligatoire en cas de décès suspect. Finalement, la loi sur les témoins médicaux de 1836 a permis au coroner de pratiquer des autopsies lorsque cela était jugé nécessaire et a encouragé les témoignages d'experts médicaux. Bien que les autopsies ayant été pratiquées plus fréquemment, elles n'étaient toujours pas la norme en raison des préoccupations culturelles concernant l'ouverture d'un corps après la mort. Lors des tristement célèbres meurtres de Whitechapel en Angleterre, les autopsies avaient évolué. Les médecins légistes utilisaient le refroidissement et la rigidité du corps pour estimer l'heure du décès. Ils pratiquaient également des autopsies beaucoup plus approfondies et standardisées sur les victimes. Cependant, malgré les progrès, ces procédures restaient primitives à bien des égards. Les examens post-mortem se faisaient souvent dans des hangars, des morgues improvisées ou même dans la maison où la victime avait trouvé la mort. Les médecins négligeaient l'hygiène et la stérilisation. Ils pensaient que les gants en caoutchouc réduisaient la sensibilité du chirurgien. L'empoisonnement était une méthode populaire d'assassinat au XIXe siècle. Il est facile à croire que la prolifération des pharmacies rendait le poison accessible et que les autopsies étaient souvent non concluantes. Beaucoup de victimes semblaient mortes de causes naturelles, ainsi si l'on voulait tuer, l'empoisonnement était la méthode privilégiée. Cependant, les scientifiques ont toutefois commencé à s'attaquer progressivement au problème. Par exemple, en 1836, le chimiste Marsh a mis au point le test de Marsh, qui permettait aux médecins de détecter la présence d'arsenic dans les tissus humains. Cette avancée a conduit à la condamnation de nombreux meurtriers à l'époque victorienne, dont Sarah Dazeley, surnommée la « empoisonneuse de Potton ». Les autorités soupçonnaient Dazeley d'avoir assassiné son premier mari et son fils.
elle a finalement été condamnée pour le meurtre de son second mari après que son corps a été exhumé pour un test de marche. Un test universel pour détecter le sang a été mis au point au début des années 1900, mais les enquêteurs victoriens étudiaient déjà le sang auparavant. En fait, le professeur Mathieu Orfila a commencé à examiner les fluides corporels au microscope et à développer des tests pour distinguer ces substances au début des années 1800. En 1873, l'écrivain médical et toxicologue anglais Alfred Swain Taylor a décrit 3 méthodes pour examiner les taches de sang. Taylor a mis au point des procédés pour l'investigation chimique, microscopique et optique. Il a expliqué comment ces méthodes identifient le sang humain et le distinguent des substances proches comme les colorants et peintures. De plus, il a abordé l'utilisation de l'analyse des éclaboussures de sang pour indiquer le moment et les circonstances du décès. Dans la célèbre affaire du Road Murder, Constance Kent, âgée de 16 ans, a avoué avoir tué son frère de 4 ans en lui tranchant la gorge avec une lame de rasoir. Swain et le médecin légiste ont suggéré que, puisqu'il y avait peu de sang sur la scène du crime malgré le fait que la gorge de la victime ait été tranchée, l'enfant était déjà mort de blessures antérieures, comme la strangulation, avant que l'auteur ne lui tranche la gorge. Ils ont conclu que l'aveu de Kent était probablement faux et qu'elle couvrait sans doute un autre membre de la famille. Nous voudrions dire que cette histoire s'est bien finie pour Constance, mais elle a tout de même été condamnée. Si vous regardez la vidéo de Weird History sur la façon dont les gens de l'époque victorienne passaient leur temps libre, alors vous savez déjà que les personnes de cette époque étaient très habituées à prendre des photos des défunts. Cela dit, la plupart de ces photographies de deuil étaient prises pour des raisons personnelles. Bien que la photographie de scènes de crime ait été conceptualisée à la fin du 19e siècle, elle était peu utilisée. Cela nous paraît évident aujourd'hui, mais la prise de photos de scènes de crime n'a commencé à devenir une pratique courante qu'après qu'Alfred Swain Taylor ait écrit son livre de 1865, Les principes et la pratique de la jurisprudence médicale. Dans ce livre, Taylor a exprimé l'opinion suivante. Il serait souhaitable que, avant de déplacer un corps, une photographie puisse être prise de l'attitude et de la position des objets environnants par rapport à celui-ci. Dans certains cas, les enquêteurs faisaient venir des photographes pour documenter un motif particulier de projection de sang ou l'état de la victime. En général, la photographie de scènes de crime n'était pas encore courante lors des crimes de Jack l'Éventreur dans les années 1880. En réalité, seules des photos de Mary Kelly, victime de l'Éventreur, existent. Les corps et scènes étaient vite évacués pour éviter l'hystérie publique. Les enquêteurs n'ont reconnu l'importance de la photographie de scènes de crime qu'au début du siècle. Alors que bon nombre des innovations médico-légales de l'époque victorienne se sont révélées être des avancées majeures qui ont changé à jamais la façon dont les enquêtes sont menées, certaines d'entre elles n'ont pas vraiment abouti. Par exemple, lorsque les enquêteurs ont photographié la victime de Jack l'Éventreur, Mary Kelly, l'accent principal était mis sur ses yeux. Pourquoi les yeux ? Eh bien, selon l'inspecteur Walter Dew, les photographes ont photographié les yeux de Kelly dans l'espoir qu'une image persistante du tueur ait peut-être été conservée sur ses rétines. Il va sans dire que les yeux ne fonctionnent pas ainsi, et les photos n'ont pas permis d'identifier le tueur. Heureusement, les défenseurs de la photographie de scènes de crime ont continué à en vanter l'utilité. Et en 1888, la police métropolitaine et la police de Londres ont commencé à photographier les visages des victimes comme moyen d'identifier les défunts, plutôt que leurs yeux pour tenter d'identifier les tueurs. Les meurtres de Whitechapel ont marqué une première. Les journalistes ont publié un croquis de l'homme soupçonné d'être Jack l'Éventreur. Des témoins avaient vu l'agresseur à proximité des scènes de crime, donc de véritables descriptions ont influencé le croquis. La réelle valeur du dessin final était discutable, car l'artiste y avait ajouté sa vision de l'apparence d'un meurtrier maléfique comme Jack l'Éventreur. Malgré ces premiers exercices de liberté artistique, les croquis de police basés sur les descriptions des témoins oculaires des suspects sont devenus un outil courant des enquêtes et sont encore fréquemment utilisés par les enquêteurs d'aujourd'hui. En général, les lois visent à maintenir l'ordre et assurer notre sécurité, mais la bureaucratie et l'absurdité contrecarrent souvent ces bonnes intentions. Et les règlements qui en résultent n'ont pas toujours vraiment de sens. Remontant à des siècles, beaucoup de ces lois sont sérieusement dépassées et sont rarement, voire jamais, appliquées, mais elles restent bonnes pour nous faire rire. Alors, aujourd'hui, nous allons passer en revue les lois les plus étranges des petites villes américaines,
Oyez, oyez, le tribunal de l'histoire insolite est maintenant ouvert. La ville de Greene, dans l'État de New York, aurait interdit de manger des cacahuètes en marchant à reculons uniquement lors des concerts. Il y a peu de preuves pour contextualiser cette loi, mais si on peut spéculer, quelqu'un s'est étouffé avec une cacahuète en faisant le moonwalk à un concert de Michael Jackson. Et les législateurs ont dû sévir contre le roi de la pop. À San Francisco, Californie, il est interdit de stocker des affaires dans son propre garage, selon la loi. En fait, le chapitre 6 du Code du logement déclare apparemment que les garages publics ou privés ne peuvent pas être utilisés pour entreposer d'autres objets qu'une automobile. Ça ressemble à une blague, mais enfreindre cette loi peut vous valoir une amende allant jusqu'à 500 $. Pourquoi ? D'après ce qu'on a pu comprendre, les grandes entreprises de garde-meubles doivent avoir beaucoup d'influence dans la ville au bord de la baie. La beauté n'est qu'en surface ou qu'une affaire de pelage si vous êtes un cheval. Mais à Whittier, dans l'État de Washington, l'apparence des chevaux est importante car il est illégal de monter un cheval laid. On ignore pourquoi cette loi existe et la législation n'indique pas qui juge la beauté de chaque cheval. Mais si vous enfreignez cette ordonnance, vous risquez une amende de 300 $. Alors quand il s'agit de chevaux laids, dites simplement non. Topeka, au Kansas, a des règles qui empêchent les gens dans les maisons hantées de crier ou de provoquer des troubles afin de garantir qu'ils restent calmes en tout temps. Enfreindre cette loi peut entraîner une accusation pour trouble à l'ordre public, un délit mineur de classe C, passible d'1 mois de prison maximum ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 $. Donc, si un esprit revient de l'au-delà et vous terrifie jusqu'au plus profond de votre âme, vous pouvez agiter les bras mais faites moins de bruit. Quand on pense aux moustaches, on pense à Tom Selleck, Burt Reynolds et Salvador Dali, mais pas à Eureka dans le Nevada. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vraiment la ville des moustaches. En fait, ils ont une loi qui interdit à un homme portant une moustache d'embrasser une femme. La rumeur dit qu'à la fin du 19e siècle, quelqu'un dans la ville avait des problèmes avec les baisers des hommes moustachus et a fait adopter l'ordonnance. On suppose qu'un beau parleur élégant avec une grosse moustache de morse a fait chavirer trop de dames. Et les législateurs locaux ont juré que cela n'arriverait plus jamais. Tout le monde déteste qu'on écorche son nom, mais à Joliet, Illinois, c'est pire. Les habitants y ont rendu illégale la mauvaise prononciation de leur ville. Si vous appelez la ville Joliet, vous risquez d'être inculpé pour délit mineur et de recevoir une amende de 1 à 5 $. Ensuite, il faudrait déménager à Chicago. Attendez, c'est bien comme ça qu'on le prononce ? Plusieurs communautés en Californie ont une loi qui stipule que les chiens ne peuvent pas s'accoupler à moins de 150 mètres d'une église. Si quelqu'un surprend des chiens en flagrant délit près d'un lieu de culte, les propriétaires des chiens risquent une amende pouvant aller jusqu'à 500 $ et 6 mois de prison. Les chats, en revanche, ne peuvent être gouvernés ni par l'homme ni par Dieu. Désolé, Église, profitez du spectacle. Belhaven, en Caroline du Nord, a voulu ajouter des frais pour les habitants utilisant l'eau de la ville. À cette fin, ils ont commencé à inclure une surtaxe détaillée de 2 $ par mois et par cell. Cette formulation inhabituelle a entraîné de la confusion et tout le monde pensait qu'ils allaient bien devoir souscrire à une sorte de plan de paiement farfelu chaque fois qu'ils auraient marqué besoin d'aller aux toilettes. Heureusement, ce n'était qu'un malentendu. Et depuis, ils ont mis à jour la description à 2 $ par toilette. On a compris 2 $ pour le numéro 2. 2. Bien joué, Belhaven. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ferait le Joker s'il contrôlait vraiment Gotham City ? Ça pourrait ressembler à Pocatello, dans l'Idaho, qui a adopté une ordonnance municipale en 1948, rendant illégal le fait de ne pas sourire. L'histoire raconte que la communauté sortait d'un hiver difficile, très déprimé. La loi, rappelant Orwell, visait à remonter légèrement le moral des habitants et en cas d'infraction, les autorités arrêtaient en plaisantant. Certains hommes veulent simplement voir le monde sourire. Vous avez peut-être traversé un désert sur un cheval sans nom, mais avez-vous déjà traversé Texarkana au Texas sur un cheval sans feux arrière ? Si c'est le cas, vous pourriez avoir des ennuis. Texarkana a une loi qui stipule que les chevaux doivent être équipés de feux arrière fonctionnels lorsqu'ils traversent la ville la nuit.
sinon le cavalier pourrait recevoir une contravention. C'est sûrement pour la sécurité, mais on préfère éviter d'imaginer où mettre un feu arrière sur un cheval. Celle-ci ne poserait pas vraiment de problème, à moins que vous ne soyez un éléphant en pleine beuverie. Mais Natchez, dans le Mississippi, a une loi qui interdit spécifiquement aux éléphants en état d'ivresse de se trouver dans les rues de la ville. Selon la légende, en 1810, un homme du coin a organisé un spectacle d'éléphants vivants sur sa propriété, et pour s'assurer que les éléphants offrent une performance endiablée, il leur a donné de la bière. Le résultat, des éléphants ivres dans la rue, est l'une des lois les plus étrangement spécifiques du pays. Les autocollants sur les pare-chocs incitent à klaxonner si on aime Aerosmith. Mais après 21 heures, près d'une sandwicherie à Little Rock, mieux vaut y penser à deux fois. Personne ne se souvient pourquoi, mais un règlement local stipule que nul ne doit klaxonner à un endroit où des boissons fraîches ou des sandwichs sont servis après 21 heures. La violation de cette loi, qui étrangement ne s'applique pas aux commerces vendant d'autres types de nourriture, peut entraîner une amende de 1 000 $, qui peut doubler à chaque récidive, comme un sandwich club à plusieurs étages. Au milieu des années 1890, un ancien résident de Grand Haven a visité la ville et a écrit une lettre au journal local pour se plaindre des crinolines et autres détritus jonchant les rues. La ville a adopté une ordonnance contre l'anarchie des crinolines. L'amende pour infraction était de 5 $, soit environ 130 $ actuels avec l'inflation. Les autres détritus cités dans la lettre paraissaient acceptables. Imaginez un paradis où il était interdit aux hommes louches de siffler les femmes dans la rue. Eh bien, à New York, le paradis sur Terre, toute forme de drague publique de la part des hommes est techniquement illégale. La loi stipule qu'un homme ne peut pas regarder une femme dans la rue de cette manière. Certains estiment que cette ordonnance, ne visant pas les femmes observant les hommes, daterait d'une époque où regarder les femmes de cette manière était un euphémisme pour solliciter des travailleuses du sexe. Peu importe l'origine, les hommes louches devraient avoir du liquide sur eux car l'amende est de 25 $ à chaque fois. Beaucoup de gens ont célébré la légalisation du cannabis dans le Colorado, mais toutes les mauvaises herbes ne sont pas légales. Dans la ville de Pueblo, par exemple, vous ne pouvez pas avoir de pissenlit dans votre jardin qui dépasse 25 cm de hauteur. Des pissenlits trop hauts vous valent une amende de 300 $, plus des frais de désherbage. Franchement, ça casse l'ambiance, mec. Une vieille chanson Disney conseille de siffler en travaillant, mais on ne peut pas le recommander, surtout à Waterbury, dans le Connecticut. Si vous êtes surpris en train de siffler bruyamment à Waterbury, la police peut vous verbaliser, même si le montant de l'amende dépend des limites fixées par le conseil municipal chaque année fiscale. Les législateurs ont adopté cette ordonnance pour éviter les troubles et préserver la paix, ce qui revient simplement à dire « Nous détestons vraiment le sifflement ». À Galesburg, dans l'Illinois, ils aiment bien faire du vélo. Mais pas ce genre de cyclisme sophistiqué que pratiquent ces élites des grandes villes. C'est vrai, Galesburg interdit tout cyclisme sophistiqué. Mais comment définit-elle ce terme ? Tout acte consistant à lâcher les deux mains du guidon ou à retirer les deux pieds des pédales. Les enfants de 16 ans et moins recevront une amende d'1 $ s'ils enfreignent cette loi, tandis que les contrevenants plus âgés risquent entre 30 et 100 $. Le deuxième amendement accorde aux Américains le droit de porter des armes, mais ils peuvent aussi porter des manches longues s'ils veulent, vous voyez ? En 2013, la petite ville de Nucla, dans le Colorado, a poussé ce droit à un tout autre niveau, devenant la première ville de l'État à exiger que tous les citoyens soient armés. Cela dit, l'ordonnance est en grande partie symbolique. Vous ne serez pas soumis à des fouilles aléatoires ni sanctionné si vous ne portez pas d'armes. Charleston, Caroline du Sud, est idéal pour avoir une maison, sauf que le service d'incendie peut légalement la faire exploser. D'accord, cela semble effrayant, mais comme toujours, le contexte compte. Si votre maison brûle déjà et que les pompiers jugent que la seule façon de maîtriser l'incendie est de la faire exploser à la dynamite, alors ils agiront ainsi. Les pompiers professionnels appellent ça la stratégie Wile E. Coyote, ou du moins ils devraient s'ils ne le font pas déjà. Tout le monde adore les serpentins en bombe pendant 5 minutes à Halloween.
Après ça, c'est juste agaçant et salissant. Southington, dans le Connecticut, a même interdit légalement l'usage de serpentins en bombe dans les lieux publics. Il paraît qu'au milieu des années 1990, les serpentins en bombe semaient la pagaille dans toute la communauté, tachant les vêtements, vandalisant les voitures et ayant failli provoquer un accident de moto entre deux policiers. La sanction pour avoir enfreint cette loi est une amende de 99 $. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Nous l'avons tous vécu. Vous mettez de l'argent dans un distributeur, il ne vous donne rien. Vous tapez alors dessus pour essayer de décoincer le produit. Même si cette violence paraît logique, elle est interdite à Derby, Kansas, où une ordonnance rend illégal de frapper un distributeur automatique, quelle qu'en soit la raison. Si vous le faites, vous risquez un délit de classe A, jusqu'à 1 an de prison et 2500 $ d'amende. Ce sneakers en valait-il vraiment la peine ? Si vous vivez à Canton, dans l'Ohio, et que vous possédez un tigre, un panda ou tout autre animal exotique non indigène à l'État, la loi exige que vous le surveilliez en permanence. Et si votre animal s'échappe, vous n'avez qu'1 heure pour prévenir la police. Si vous attendez plus longtemps, vous risquez un délit de 1er degré, passible d'une peine maximale de 180 jours de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1000 $. Je dois dire que cette loi a vraiment du sens. Donc, à tous les Tony Montana qui nous écoutent, pensez à tenir vos tigres en laisse. Les shérifs du Far West faisaient régner l'ordre à la frontière aux côtés d'autres hommes de loi et de la population locale. Ils ont été dramatisés, idéalisés et exagérés dans les films et la littérature pendant des générations. Et oui, la vie d'un shérif du Far West était dangereuse, mais elle était aussi étrange. Aujourd'hui, nous allons découvrir à quoi ressemblait vraiment la vie d'un shérif du Far West. Un shérif du Far West devait être habile avec ses armes, mais cela ne suffisait pas pour obtenir l'étoile. Élus par les habitants du comté lors d'élections régulières ou spéciales, les shérifs devaient bien s'entendre avec la population et être persuasifs. À la fin de l'été 1869, James Butler Hickok, mieux connu sous le nom de Wild Bill, fut élu shérif du comté d'Ellis, au Kansas, par une population désespérée de mettre fin au chaos qui régnait. Les méthodes de Hickok étaient trop agressives pour les habitants du Kansas. Après avoir tué au moins 2 hommes, Bill Mulvey et Samuel Strahan, Hickok fut évincé de ses fonctions lors des élections régulières de novembre. Hickok fut battu par le candidat démocrate Peter Rattlesnake Pitt, Lanahan son adjoint. Quel coup dur quand le public accorde sa confiance à un type surnommé Rattlesnake. Même sans être réélu, le court mandat de Hickok comme shérif fut salué par un journal du Kansas pour ses efforts à débarrasser Hays City des individus dangereux. Lorsque Bat Masterson fit campagne pour devenir shérif à Dodge City en 1877, il publia une annonce dans le journal local indiquant qu'il sollicitait sincèrement les suffrages du peuple pour ce poste, tout en assurant à tous qu'il n'était pas un homme politique. La campagne de Masterson porta ses fruits et il prit ses fonctions de shérif de Dodge City en janvier 1878. Il devint connu de ses électeurs comme étant calme, déterminé et un homme redoutable avec un pistolet. Être shérif dans une ville de l'Ouest signifiait parfois de longues périodes d'inactivité. Parfois, la principale tâche d'un shérif était de faire des corvées simples, comme ramasser les déchets dans la rue. Et parfois, lorsque le vrai danger arrivait en ville, un shérif pouvait rassembler un groupe d'hommes et les nommer adjoints si nécessaire. Rassembler un groupe de civils assermentés, ce qui vient de l'expression posse comitatus, ou composé de civils, était l'un des outils les plus puissants dont un shérif disposait, et cela figure encore aujourd'hui dans les textes de loi. En 1878, le gouvernement fédéral a interdit à l'armée d'aider les groupes de civils assermentés, rendant ainsi le rôle des civils d'autant plus essentiel pour maintenir l'ordre. Des groupes de civils assermentés comme les Lincoln County Regulators, avec Billy the Kid, ont affronté des groupes rivaux menés par le shérif William Brady lors de la guerre du comté de Lincoln en 1878. Le conflit, qui a débuté dans le territoire du Nouveau-Mexique avant qu'il ne devienne un État, a finalement coûté la vie à 19 hommes. Contrairement à ce que montrent films et séries, de nombreuses villes du Far West imposaient en réalité des lois strictes interdisant les armes à feu et la violence armée. À Tombstone, qui se trouvait dans le territoire qui allait devenir l'Arizona, les visiteurs devaient remettre leurs armes en entrant en ville.
Les hommes étaient censés remettre leurs armes à l'hôtel ou au bureau du marshal local. En 1881, l'agent de la loi locale était le marshal de la ville, Virgil Earp. Dans sa lutte pour contrôler les rues de Tombstone, le maréchal Earp a nommé ses deux frères, Wyatt et Morgan, ainsi que John Henry Doc Holliday, comme adjoints pour l'aider à maintenir l'ordre. Quand Billy Clanton, Tom et Frank McClory ont refusé de rendre leurs armes aux Earp et à Holliday, une fusillade a éclaté, envoyant les cow-boys dans la tombe. Tombstone a popularisé le contrôle des armes, mais d'autres villes avaient aussi des lois sur les armes. Deadwood, Dakota du Sud, Virginia City, Nevada et Dodge City, Kansas, ont tenté de réglementer les armes avec des succès variables. Finalement, en 1874, Dodge City a interdit les armes à toute personne autre que les agents des forces de l'ordre. Nul ne doit tirer ou décharger un canon, un fusil, un pistolet ou une arme à feu de quelque nature que ce soit, ni faire exploser ou allumer un pétard, un feu d'artifice ou tout autre objet contenant de la poudre ou une matière combustible ou explosive sans l'autorisation du maire. Bien que les shérifs servaient dans le comté, ils n'avaient pas le dernier mot sur la loi du territoire. Les shérifs côtoyaient marshals municipaux, agents locaux et fédéraux et entraîneraient parfois en conflit avec ces derniers. Les marshals municipaux étaient élus ou nommés. Wyatt Earp fut adjoint au marshal municipal au Kansas, tandis que son frère Virgil était marshal à Tombstone. Le service des marshals des États-Unis a été créé en 1789 et il était chargé de traiter les affaires relevant de la juridiction fédérale, comme la signification des mandats, l'arrestation des criminels et le transport des prisonniers. Au milieu et à la fin du 19e siècle, les marshals et adjoints marshals des États-Unis parcouraient le Far West, visitant des villes où il y avait peu ou pas de forces de l'ordre en place. Les marshals des États-Unis pouvaient collaborer ou être en désaccord avec les forces de l'ordre local lors de rencontres avec un shérif ou un marshal de ville. Par exemple, l'adjoint marshal Robert Whiteman a arrêté plusieurs adjoints locaux du shérif ainsi que son collègue, l'adjoint marshal William G. Brady, pour ensuite être arrêté à son tour par Brady. Il faut rappeler qu'il y avait toujours plusieurs juridictions. L'armée disposait de ses agents pour faire respecter la loi dans l'Ouest et au Texas, les Rangers patrouillaient la frontière mexicaine. Alors qu'un shérif avait le pouvoir de former un groupe de volontaires, il lui fallait aussi le discernement et l'équilibre nécessaires pour savoir quand ce groupe dérapait. Par exemple, un groupe de volontaires pouvait très facilement se transformer en groupe de justiciers et prendre les choses en main tout en agissant sous couvert de la loi. Ces groupes de justiciers se formaient généralement pour réagir à des crimes courants, notamment le vol de chevaux. Parfois, ils s'attaquaient à ceux jugés différents de la communauté. Ces groupes de justiciers lynchaient, bannissaient ou harcelaient minorités et femmes trop libres. Être shérif dans l'Ouest américain, c'était trouver l'équilibre entre les deux. Les groupes de justiciers pouvaient semer le chaos, mais aussi éliminer les criminels de la ville. Dans le Montana, le shérif Henry Plummer menait les innocents, un groupe qui escroquait, pillait et tuait à Bannack. Lorsque les habitants de Bannack l'ont découvert, ils ont formé leur propre groupe de justiciers pour arrêter et lyncher plus de 20 membres des innocents, y compris le shérif Plummer. Quand on était shérif dans une ville du Far West, on ignorait toujours quand les ennuis pouvaient surgir. Le shérif Tom Logan du comté de Nye, dans le Nevada, l'a appris à ses dépens. En 1906, le shérif Logan a perdu la vie en affrontant un joueur professionnel de mauvais caractère. Logan ne portait que sa chemise de nuit lorsqu'il est arrivé à la maison close de la ville minière, la Jewel House. Le shérif Logan a trouvé un homme nommé Walter Berrio en train de se battre avec May Biggs, la propriétaire de l'établissement. Berrio a sorti son arme contre le shérif désarmé et a tiré 5 fois sur Logan. Selon les témoignages, même après avoir été touché, Logan a été vu en train de maintenir Berrio au sol, tenant ses mains dans lesquelles ce dernier serrait un revolver. Le shérif Logan a succombé à ses blessures par balle. La une de l'édition du Soir du Sun a écrit à propos de l'homme de loi lorsque les hommes les plus dangereux étaient en train de commettre leurs méfaits. Au lieu de s'armer pour une parade dans la rue et de faire ce que certains shérifs font pour attirer l'attention, Tom Logan était l'un des hommes les plus discrets de tout le camp et accomplissait toujours son devoir, calmement et avec efficacité. Il regardait dans le canon d'un revolver chargé sans broncher, et cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Un shérif exemplaire.
Bon citoyen, le shérif Logan était un homme qui faisait du bien au monde dans lequel il vivait. Barrio fut jugé pour le meurtre de Logan, mais il fut déclaré non coupable lorsque le jury décida qu'il avait agi en légitime défense. L'une des nombreuses tâches peu romantiques que les shérifs accomplissaient tout au long de la semaine de travail était la collecte des impôts, une mission que leurs prédécesseurs, les Shire Reeves anglais, effectuaient également. La collecte des impôts permettait aux shérifs non seulement de se rémunérer eux-mêmes, mais aussi de payer leurs adjoints et tout autre personnel travaillant avec eux. Comme vous l'imaginez, tous les shérifs n'étaient pas honnêtes. Certains shérifs du Far West étaient des hors-la-loi, soit dans leurs fonctions précédentes, soit en même temps qu'ils faisaient respecter la loi. Par exemple, Wyatt Earp a été un hors-la-loi pendant un certain temps dans sa jeunesse, tandis que le shérif David Updike du comté d'Ada, dans l'Idaho, serait devenu si malhonnête qu'il a extorqué et volé des milliers de dollars, y compris plusieurs lingots d'or. Dave Updike est né à New York, mais il a déménagé à Boise, dans l'Idaho, en 1864. Il a été élu premier shérif du comté d'Ada cette même année. Cependant, peu de temps après, Updike avait organisé un groupe d'hommes qui a été accusé d'une série de vols et de meurtres. Lors du braquage de la diligence du canyon de Port Portneuf en 1865, il devenait évident que Updike était impliqué dans des activités malhonnêtes. Il a fourni des armes aux criminels pour un crime ayant causé la mort présumée de 5 personnes et la disparition de 75 000 dollars en or. Updike a ensuite été inculpé pour détournement de fonds publics et a démissionné de son poste de shérif. Il a été exécuté par un groupe de justiciers en avril 1866. À ce jour, l'or n'a jamais été retrouvé. Bien que tout ce que nous voyons dans les films nous dise le contraire, la vie d'un shérif du Far West était souvent désordonnée et peu glamour, et on a l'impression que c'était un boulot très stressant. Malgré salaire et avantages, leur journée était aussi stressante que celle des forces de l'ordre actuelles. Le rock'n'roll était attaqué au milieu des années 80, au fur et à mesure que la musique devenait plus théâtrale et provocante, et que MTV lui donnait une plateforme nationale. La jeunesse américaine en voulait davantage. Il était évident que la musique pop vivait une révolution qu'elle n'avait pas connue depuis qu'Elvis avait bougé ses hanches dans l'émission d'Ed Sullivan. Cela effrayait terriblement les baby-boomers conservateurs de l'ère Reagan, à tel point que des politiciens et leurs épouses, surtout les épouses, ont tenté de nettoyer l'industrie musicale. C'est alors que Dee Snider de Twisted Sister est intervenu démontrant au monde le ridicule et l'opposition de ces censures aux valeurs américaines. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le jour où Dee Snider de Twisted Sister a surpassé le Congrès américain. Le 19 septembre 1985, le Sénat des États-Unis a tenu une audience au cours de laquelle des représentants du Parent Music Resource Center, également connu sous le nom de PMRC, composé de sénateurs comme Paula Hawkins, Al Gore et d'autres, ont témoigné devant la commission sénatoriale du commerce, des sciences et des transports sur, je cite, « le sujet du contenu de certains enregistrements sonores et des suggestions visant à étiqueter les pochettes de disques, afin de fournir un avertissement aux acheteurs potentiels concernant un contenu sexuellement explicite ou potentiellement offensant. » Fin de citation. Leur problème ? Ils trouvaient la musique à paroles explicites trop accessible à leurs enfants. Et non, ils n'allaient plus le tolérer. Ils demandaient que les maisons de disques apposent une classification sur leurs albums à la manière du système MPAA pour les films. La communauté rock, musiciens et fans, voyaient cela comme de la censure et de la ségrégation, estimant leur condescendance et leur culot sans limite. Twisted Sister, ils n'allaient pas se laisser faire sans se battre. Je veux faire du rock. C'est alors que Dee Snider est intervenu. Non seulement il est devenu le visage poudré du rock'n'roll, mais aussi son sauveur, avec une grâce et une intelligence que personne n'attendait. Snider n'a pas demandé à devenir le porte-parole. Invité par le Sénat à ces audiences dignes d'un cirque pour censurer le rock, il pensait, à en juger par son apparence, qu'il allait se ridiculiser. Ils ont vu ses cheveux, son maquillage et ses vêtements, pensant que Snider était une cible facile avec ses cheveux blonds frisés. Mais quand Snider a ouvert la bouche, le Sénat s'est rendu compte à quel point ils avaient sous-estimé le chanteur. Sa garde-robe, un look classique des années 80, un jean coupé, un jean moulant, des bottes en peau de serpent, un peu de maquillage autour des yeux et bien sûr, une grosse chevelure. Ce n'était pas un hasard. Dee avait tout prévu.
Alors que John Denver et Frank Zappa, bien habillés, se sont présentés devant la sous-commission du Sénat, Snyder a fait tout le contraire. Il est entré dans l'audition en arborant un gilet en jean usé, un t-shirt sans manches de Twisted Sister, une ceinture cloutée, des lunettes de soleil et une chevelure blonde bouclée et volumineuse. Il ressemblait à un mélange de Tahiti Bob et de Stevie Nicks en solo. Les trois musiciens ont prononcé des discours éloquents, mais compte tenu de son apparence, la réponse claire et méticuleuse de Snyder a été une surprise, prouvant que ni le PMRC ni le comité n'auraient dû s'attendre à un débat facile. Il a aussi précisé qu'il ne buvait, ne fumait ni ne prenait de drogue. Qu'a-t-il fait ? Snyder a déclaré plus tard qu'il savait que son message aurait plus de poids s'il restait fidèle à son identité. Snyder ne voulait pas faire de compromis avec le Congrès. Il voulait qu'ils fassent l'effort et qu'ils dépassent leurs idées préconçues et archaïques. Lorsque Snyder parle de sa journée devant le Congrès, l'une de ses grandes victoires, selon dit, c'est quand il a réussi à provoquer une réaction du sénateur Al Gore. La pique de Snyder est d'avoir utilisé les mots de l'épouse du sénateur Gore. Lors de son témoignage devant le Sénat, Snyder a répondu à Tipper Gore qui qualifiait la chanson Under the Blade de Twisted Sister, de sadomasochiste traitant de bondage. Selon Snyder, la chanson a en réalité été écrite pour le guitariste du groupe, Eddie Ojeda, qui allait subir une opération pour l'ablation de polypes à la gorge. Tipper Gore affirmait cependant qu'un message sexuel sous-jacent existait dans les paroles. Tes mains sont attachées, tes jambes sont sanglées, une lumière brille dans tes yeux. Tu distingues à peine le tranchant d'un rasoir. Tu ouvres la bouche pour crier. Après avoir expliqué le sens de la chanson pour Al Gore, Snyder lui a dit « Gore voulait du sadomasochisme et du bondage, et elle en a trouvé. » La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde, et tout ce qu'on pouvait entendre, c'était les clics des appareils photo des photojournalistes et un grondement de rire. Al Gore semblait aussi déstabilisé, répondant simplement « ouais », puis il est passé à une autre série de questions. Snyder a ensuite déclaré au Huffington Post avoir apprécié la haine dans les yeux d'Al Gore lorsque j'ai dit que Tipper Gore avait l'esprit mal tourné. Air Rock 1, le système 0. L'une des raisons pour lesquelles Dee Snider et Twisted Sister étaient ratis présents sur le radar du PMRC, c'était à cause de leur clip de 1984 pour leur hymne adolescent plein d'angoisse, We're Not Gonna Take It. Étrangement, le PMRC n'avait pas autant de problèmes avec les paroles de la chanson qu'avec le contenu violent du clip. La violence est aussi sérieuse qu'un dessin animé de Bugs Bunny, mais moins drôle. Snyder partageait cet avis et a reconnu dans son introduction que c'était son inspiration. La vidéo de We're Not Gonna Take It était simplement censée être un dessin animé avec des acteurs humains jouant des variations sur le thème Bip Bip et Ville Coyote. Chaque cascade a été choisie dans ma vaste collection personnelle de dessins animés. Snyder a insinué que le PMRC avait confondu les paroles avec la vidéo en ce qui concerne l'intention de la chanson, en soulignant qu'aucune violence réelle n'était mentionnée. Des décennies plus tard, Nous n'allons pas nous laisser faire est devenu un hymne pour politiciens républicains, démocrates, enseignants en grève pour des salaires équitables et associations comme United Way. Encore un point pour le glam rock. Dans ses remarques d'ouverture, Snyder a pu interpeller Tipper Gore sur l'un de ses mensonges qu'elle pensait renforcerait son argumentation. Selon des rapports, quelques jours avant l'audience, Tipper a déclaré qu'elle avait été révulsée par un t-shirt de Twisted Sister qu'elle avait vu récemment. Snyder a mis en avant une déclaration de Tipper Gore disant « Vous regardez même les t-shirts que portent les enfants et vous voyez Twisted Sister et une femme menottée, les bras et les jambes un peu écartés. » Snyder a qualifié son accusation de pur mensonge, disant au comité que « Nous n'avons jamais vendu ce type de t-shirt et avons toujours été très attentifs d'éviter tout sexisme dans nos produits, nos disques, nos spectacles et nos vies personnelles. Nous avons toujours soutenu que le rock and roll doit s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes, sans sexisme. » Il a mis Tipper Gore au défi de produire un tel t-shirt. Et lorsque le sénateur Al Gore lui a de nouveau posé la question, le député a précisé pour le compte-rendu que le mot t-shirt était au pluriel. Et l'un d'eux faisait référence à Twisted Sister et l'autre à une femme menottée. Snyder est resté ferme, insistant sur le fait que Tipper faisait référence à Twisted Sister avant que le sénateur Gore ne change de sujet,
Sémantique. Encore une victoire pour le rock. À un moment donné, un membre du Congrès a critiqué Snyder sur ses compétences parentales et s'est demandé si le chanteur saurait quelle musique interdire à son fils mineur. Snyder a donné 3 options. D'abord, il regarderait la pochette. En tant que parent et amateur de rock, je sais qu'une pochette montrant une tête de chèvre coupée dans un pentagramme entre les jambes d'une femme n'est pas un album que je souhaite pour mon fils. Puis, il lirait la liste des chansons et les paroles. Si je lis un titre comme Château de glace ou Si le gamin ne peut pas te faire jouir, je comprends que c'est une chanson à caractère sexuel explicite. En regardant simplement la pochette, en lisant les paroles, en regardant, je devrais dire, les titres, cela devrait couvrir à peu près tous les aspects. Enfin, il l'écouterait. Les quelques albums qui n'expriment pas leurs intentions sur la pochette ou dans les titres des chansons, je pense qu'un parent pourrait les ramener chez lui, les écouter, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de magasins qui leur refuseraient la possibilité de rendre l'album pour en prendre un autre. Encore une réponse claire de rock, contrairement aux allégations fragiles du Congrès. Ce round est pour Snyder. Snyder s'est déclaré chrétien devant le Congrès, ce que les membres du comité ont exploité pour tenter de le discréditer. Le groupe de Snyder, Twisted Sister, avait un groupe de fans qui s'appelait SMF Friends of Twisted Sister. Le sénateur Gore a questionné Snyder sur le groupe et la signification de l'acronyme SMF. Snyder a répondu que cela signifiait « Les sick motherfucking friends of Twisted Sister ». Est-ce aussi un groupe chrétien? Je ne pense pas que les grosses fiertés aient un lien avec le christianisme. Merci. Le sénateur Gore a poursuivi en disant que c'est simplement un choix intéressant parce que j'avais l'impression en vous écoutant que vous étiez un artiste très convenable et que c'est un titre intéressant pour votre fan club. Alors, le temps a-t-il été clément envers Dee Snider et ses accusateurs? Voyons cela. Pour le système de classification du PMRC, un autocollant d'avertissement parental sur la pochette d'un album signifiait souvent plus de ventes et de meilleures positions pour tous les groupes concernés. Dans une interview sur MTV, Sébastien Bach, chanteur de Skid Row, a affirmé que le groupe espérait obtenir l'autocollant du PMRC grâce au contenu explicite de leur album, devenu un insigne d'honneur. Dee Snider et sa femme sont ensemble depuis plus de 40 ans, mariés pendant la plupart de ces années, et ont 4 enfants qui ont chacun connu une carrière réussie et respectable dans l'industrie du divertissement. Pendant ce temps, Al et Tipper Gore se sont séparés après quelques rumeurs vagues concernant leur éloignement et des désaccords sur la notoriété hollywoodienne de l'ancien sénateur. Toujours mariés, ils voient désormais d'autres personnes. Quant à l'industrie du disque, qui a cédé si facilement face aux menaces mollassonnes du PMRC au Congrès, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les albums physiques sont devenus des curiosités dans un monde dominé par les téléchargements. Pourtant, les avertissements figurent toujours sur les morceaux et albums en ligne. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle loi trouvez-vous la plus ridicule? Dites-le nous en commentaire et profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History.